Chers amis, bonjour. Ce matin sur France Inter, service public. Je cherchais le nom de l'émission. Excellente émission de France Inter, s'il en est, comme toutes les émissions de France Inter, je tiens à préciser. Il était question de solitude et de réseaux sociaux. Voilà, alors il y avait un monsieur de SOS Amitié, des écrivains, etc. Enfin, c'était extrêmement intéressant. Il y a eu plein de choses passionnantes de dites. Alors, pour information, moi, si je suis seule, c'est vrai que cette solitude, elle m'est imposée, parce que à partir du moment où vous n'avez que 60 € par mois, par semaine, pardon, de toute façon, le train de vie que vous avez vous oblige à restreindre complètement la communication envers les autres. Donc interdiction de sortie, je dirais par la marche à pied autour de ma maison. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ma situation à moi en particulier, mais ce qui est regrettable, c'est que les gens qui revendiquent le fait de vivre seul par choix sont vraiment stigmatisés. Ça, c'est vrai. J'ai une cousine, moi, qui est dans ce cas-là, et c'est déjà arrivé qu'on en parle, et moi, ce qui me pose problème, c'est surtout le fait que on se sente rejeté par les gens qui sont en couple. Pas uniquement au sein de la famille. Au sein de la famille, on est stigmatisé aussi, bien sûr, mais on l'est aussi dans le reste de la société. Le fait de vivre seul est mal perçu. Alors, c'est un peu comme si, je me demande si éventuellement, une des raisons pour lesquelles ça fait peur, c'est le fait qu'on ait cette prétention-là. C'est-à-dire que ils se disent, bon, elle est capable de se gérer toute seule, donc ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de nous. Et en fait, les gens nous reprochent de ne pas manifester une forme de faiblesse, d'une certaine façon. C'est très égoïste ce que je dis. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on leur montre qu'on a besoin d'eux. Mais on peut très bien avoir besoin d'eux, ce qui est mon cas par exemple. C'est pas de matériel ou financier dont je parle, mais on peut très bien avoir besoin des gens et ne pas avoir la pudeur de le dire, tout simplement. Là, il y avait une femme qui téléphonait et qui disait, moi, j'ai toujours privilégié les relations réelles par rapport aux relations virtuelles, et je me rends compte en fait que je suis toujours toute seule, et que je suis la première victime du fait d'assumer d'être toute seule, quoi. Mais c'est vrai, il y a un adage qui dit mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné, et je pense que c'est alors ça, c'est tout à fait vrai. Il y a énormément de gens, par exemple, qui vivent seuls, qui sont seuls au plus profond de leur cœur, alors qu'ils sont en couple. Moi, je suis désolée, je préfère la véritable solitude dans ce cas-là. C'est beaucoup plus honnête par rapport à soi-même, je pense. Et puis la solitude, chacun est libre de la briser comme il veut. Ce qui est terrible en fait, c'est que dans l'esprit des gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la solitude, c'est d'une certaine façon une forme d'égoïsme. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je connais des gens qui vivent seuls, et c'est précisément parce qu'ils vivent seuls qu'ils peuvent... bon, il y a un travail sur soi déjà qui est intéressant, parce qu'effectivement, ça permet de mieux savoir où est-ce qu'on en est. Mais alors là, les blip-blip, là, c'est Thomas Fersen. Alors, grande nouvelle, grande nouvelle. Depuis hier soir, Thomas Fersen me parle sous sa véritable identité sur Google. Alors là, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche, parce que j'ai son compte individuel, bien évidemment, depuis toutes ces années, depuis très très longtemps, depuis le début, en fait, depuis que je suis revenue, depuis 5 ans, mais ça n'était que moi qui lui parlais, et lui ne me répondait jamais. Si, il m'a répondu une fois au début, pour bien assurer le truc, et puis depuis je lui parle, il ne répond jamais depuis 5 ans. Enfin, il me répond, mais sous d'autres pseudos. D'accord? Bon. Alors que là, il me parle sous son véritable nom, avec les mêmes fautes d'orthographe, avec les mêmes tics de langage, enfin voilà quoi. Bon. Alors c'est bien quand même. Hein. Donc je peux l'engueuler en live maintenant, quasiment. Voilà. Donc c'est bien d'avoir eu cette délicatesse-là pour cette émission-là, franchement. Hein. Enfin bon, voilà.
Mon cas, c'est un cas particulier, mais c'est vrai que c'est un cas qui comme d'habitude, je sers encore et toujours de cobaye, quoi. C'est vrai que je suis un cas par rapport à ça qui est intéressant pour diverses raisons. Relativement à la pauvreté, par exemple, parce que c'est vrai que je suis toujours... là, vous voyez, j'ai eu 60 euros pour la semaine encore, là, dernière semaine. Enfin, j'ai eu un peu plus d'argent la semaine d'avant, mais pour Noël, mais enfin, 60 euros, je risque pas de faire de folie, quoi. 60 euros. Bon, 60 euros pour la semaine, la dernière semaine de l'année. Hein. Mais on risque pas de se faire de mal. Les huîtres n'aiment pas sous le nez, le reste aussi, enfin bref, glissons. Mais j'ai Thomas Fersen en chat, on peut pas tout avoir. Chacun a les huîtres qu'il mérite, après tout. Hein. Mais c'est vrai que la solitude présente un certain nombre d'avantages par rapport à l'image qu'on a de soi. Par exemple, dans l'hypothèse de quelqu'un qui a souffert, que ce soit des souffrances anciennes ou des souffrances récentes, le fait de vivre seul présente l'avantage de faire un travail d'introspection et de se poser et de bien identifier ce que l'on est au fond de soi-même, ce qu'on a envie de faire de sa vie, etc. Bon, je serais tenté de dire au bout de 5 ans, ça va, quoi. Je crois que moi, en ce qui me concerne, si vous voulez, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que j'assure bien, quand même. Hein. Il y a belle lurette que ce travail-là, il est fait. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ça, c'est vrai. Mais je pense à ça notamment parce qu'évidemment, quand on voit par exemple le pourcentage de séparation et de divorce qu'il y a énormément de gens qui ont terriblement souffert au sein des couples. Quelquefois, pas toujours nécessairement celle qui prend les coups. Hein. Celui qui donne des coups, en général, il les donne aussi parce qu'il a souffert. Pas toujours, mais ça arrive aussi quand même. Hein. Malheureusement, quand les gens souffrent, il arrive que une des façons de soigner le fait qu'il ait souffert ait pour répercussion qu'il donne des coups, lui, ce qui n'est pas une justification. Je ne suis pas du tout en train de les excuser, hein, que les choses soient bien claires. Mais on sait tous, malheureusement, que quelqu'un qui a été battu est davantage prédisposé à donner des coups que quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez souvent le cas. C'est aussi le cas dans le cas de la délinquance sexuelle, par exemple. Hein. Chez les violeurs, les pédophiles et tout, il y a un fort pourcentage de gens qui ont été victimes avant. Eh bien, pour les coups, c'est pareil. Si je parle de ça dans le domaine de la solitude, c'est pour signifier simplement que quand une femme vit seule avec ses enfants, ou vit seule sans ses enfants, et qu'elle persiste à rester seule et qu'elle ne veut plus vivre avec qui que ce soit, ça ne signifie pas que c'est une sauvage, c'est une malade ou quoi que ce soit, mais il se trouve que pour panser ses plaies, quelquefois, il est parfaitement souhaitable de vivre seule. Mais ce qui était dit notamment dans l'émission là, c'est que la précarité sociale et la souffrance sociale, le chômage, etc., et l'exclusion de la société est un problème effectivement relativement à la solitude, parce que d'une certaine façon, c'est là que l'individu a besoin d'être soutenu. Alors je tiens juste à préciser que en ce qui concerne les maisons transgénérationnelles, je tiens juste à préciser, j'y pense ce matin particulièrement parce que avec ce qui s'est passé, les différents décès suite au froid, les SDF et tout ça, je tiens à préciser que je ne lâche pas le morceau, moi. Hein. Simplement, ce qui se passe, c'est que tant que ma tutelle n'est pas levée, je peux rien faire, quoi. Alors, j'ai un travail à faire relativement à la vie en collectivité. Parce que il se trouve que j'ai une de mes filles qui est venue, enfin mes filles sont venues réveillonner avec moi pour Noël, et j'ai eu une conversation intéressante avec ma seconde fille qui vit à Londres, parce que justement elle a eu l'occasion de rencontrer des gens qui vivaient en communauté là-bas, et donc on a eu une conversation par rapport à ça, et j'avais vu un article sur internet, je vais aller fouiller pour faire la synthèse de tout ça, mais ça me conforte parfaitement dans le projet de maison transgénérationnelle et aussi sur l'adaptation d'une certaine législation relativement à ça. Parce que c'est tout et n'importe quoi, quoi. Il y a certaines dérives qui sont à éviter. Et pour que ces dérives soient évitées, il est nécessaire que la loi soit adaptée. Voilà. Je veux parler de dérives sectaires, bien évidemment. Donc je vais retravailler, alors ça c'est un message à l'adresse de la Croix-Rouge notamment, qui est partie prenante dans ce projet-là, si j'ai bien compris. En ce qui concerne l'abbé Pierre, pendant que j'y pense, la Fondation Abbé Pierre,
J'ai vu qu'il y a eu des coups de gueule de passer ces jours derniers, ils ont parfaitement raison. J'ai notamment suivi une des émissions il y a plusieurs jours de ça. C'était juste avant la vague de froid, je crois. Et j'ai bien noté ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a un désir de construire des structures, de construire des maisons, donc, pour abriter certaines maisons de famille, en fait, hein, ce sont des maisons de famille pour moi, certaines communautés Emmaüs, et ils rencontrent des difficultés au niveau du foncier. C'est-à-dire que personne, il se passe un problème aujourd'hui, c'est que quand on veut construire certaines choses dans l'intérêt collectif, eh bien l'implantation ne peut pas se faire parce que la loi bloque. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies de quartier carrément, quoi, hein, des lobbies de quartier au sein des villes qui peuvent juridiquement s'opposer à la construction d'une maison, d'un hôpital psychiatrique, d'une prison, d'une collectivité, etc., etc. Il suffit qu'une dizaine de pleu-pleu qui a une grande gueule crée une association, on ne veut pas de ça ici. Le problème, c'est que personne ne veut jamais de ces trucs-là près de chez eux. Hein. Par contre, si jamais ils ont un neveu, une nièce, une petite fille ou n'importe quoi qui se trouve dans la merde, ils seront bien contents de les trouver, les associations et les. Alors moi, j'en ai quand même ras-le-bol, hein, de voir que la loi autorise comment dire, autorise le fait qu'on puisse faire barrage aussi facilement à des initiatives collectives qui n'ont pour seul et unique objectif, je le rappelle, que de colmater ce que les familles, elles, ne parviennent pas à faire, c'est-à-dire prendre en charge leurs marginaux au sein des familles. Hein. Quand il y a un homosexuel dans une famille et qu'il se trouve complètement stigmatisé et traité comme un moins que rien, ou parce qu'il n'est pas un des enfants qui n'est pas conforme à ce que les parents voudraient, on le rejette comme une merde, entre guillemets, il se retrouve SDF en train de crever de froid sur les trottoirs de Paris ou de je ne sais quelle ville, mais par contre, quand Emmaüs veut construire une collectivité ou une maison de famille, eh bien ces gens-là font obstacle. Oui, je caricature à peine, vraiment, hein, je vous assure. On sait tous que dans certains milieux, dans chaque ville, il y a des quartiers hyper friqués. Hein. Et dans ces quartiers hyper friqués, attention, on veut pas avoir n'importe qui à côté de soi. Alors, faut arrêter de nous prendre pour des cons un peu. Hein. Voilà, dernier jour de l'année, je pousse ma gueulante. On va pas laisser ça là. Hein. Vous commencez à nous faire chier, les riches. Voilà, ça c'est fait. Non mais attendez, moi. Est-ce que j'en mange, moi, du caviar? Bon.